Ouverture de la deuxième table ronde. Comment les CPTS peuvent-elles garantir l'accès aux soins de la population dans un environnement complexe et en mutation ? L'accès aux soins constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs du système de santé. Il ne se résume pas à l'existence d'une offre de soins sur un territoire, mais renvoie à la capacité effective de la population à accéder à un professionnel de santé dans les délais adaptés avec des parcours lisibles et coordonnés. Les données disponibles à l'échelle nationale comme départementale convergent vers des constats qui sont aujourd'hui largement partagés. En Essonne, plusieurs indicateurs illustrent les tensions actuelles. Déjà une augmentation du nombre de personnes sans médecin traitant, avec des situations particulièrement marquées dans certains secteurs. Ensuite, un allongement des délais d'accès aux consultations, aussi bien en médecine générale que pour certaines spécialités. Une sollicitation croissante des soins non programmés, et on aura l'occasion d'y venir tout à l'heure à la troisième table ronde, souvent par défaut et en l'absence de solutions de premier recours disponibles. Une pression constante sur les services d'urgence révélatrice de difficultés d'orientation et de continuité des soins. À ces éléments structurels s'ajoutent des facteurs aggravants bien identifiés. Le vieillissement de la population, la prévalence croissante des pathologies chroniques, les situations de précarité sociale et sanitaire ainsi que la complexification des parcours de soins, notamment pour les publics les plus vulnérables. C'est dans ce contexte que s'inscrit la question centrale de cette table ronde. Comment les CPTS peuvent-elles garantir l'accès aux soins de la population dans un environnement complexe et en mutation ? Cette question renvoie à un changement profond de logique. Il s'agit plus seulement de réponses individuelles ou ponctuelles, mais bien de la capacité des territoires à s'organiser collectivement pour sécuriser l'accès aux soins de premier recours et structurer des parcours plus fluides et cohérents. Les leviers à mobiliser sont multiples. L'organisation territoriale pour les soins non programmés, la coordination entre professionnels, le partage d'informations, l'articulation avec les dispositifs d'appui, les établissements de santé, les acteurs sociaux, médico-sociaux, mais aussi l'implication des élus dans la compréhension des besoins de leur population. Dans ce cadre, les CPTS occupent une place stratégique. Elles constituent aujourd'hui un niveau d'organisation reconnu, capable de faire le lien entre l'offre de soins libérale, les dispositifs existants et les orientations des politiques publiques, tout en restant ancrées dans la réalité du terrain. Elles permettent d'identifier les fragilités, de mutualiser les ressources, de structurer les réponses adaptées et d'accompagner les professionnels dans leur exercice quotidien. Cette table ronde a donc été conçue comme un espace de croisement de regards entre institutions, acteurs de terrain, représentants des CPTS. Elle vise à partager les constats objectivés, à mettre en lumière des actions concrètes déjà engagées dans les territoires, mais aussi à identifier les freins persistants et les leviers collectifs encore mobilisables. L'objectif ne sera pas de dresser un état des lieux exhaustif, mais bien de nourrir une réflexion opérationnelle, pragmatique et territorialisée. Nous allons donc avec... Oui, je t'en prie. Donc, nous appelons pour participer à cette table ronde avec nous Madame Séverine Leclerc, CPAM de l'Essonne, Madame Elena Montero, chef de projet e-santé Cézanne, Madame Sylvie Fernandez, IDEC en charge de la relation ville-hôpital pour le GHT Sud CHSF. Nous aurons également pour les présentations d'actions dispositifs le Dr Zar, président de la CPTS du Val-d'Hier, Madame Sarah Vial, infirmière coordinatrice à la CPTS Santé Seine-Essonne Espace Vie. Et on s'arrêtera. Et ensuite, Madame Nyangui Mwanza, IPA, coordinatrice CPTS Sud du Repoix Espace Vie. Merci. Alors, nous aurons 3 présentations d'actions lors de cette table ronde. Et donc, il y aura à chaque fois un binôme de 2. Nous les appellerons à la suite les unes des autres. On commencera donc par Nyangui et Sarah qui doivent être quelque part dans l'espace. Comment les CPTS peuvent-elles garantir l'accès aux soins de la population dans un environnement complexe et en mutation ? Nous aurons donc trois interventions d'un binôme, comme je le disais à chaque fois, qui vont permettre d'illustrer un peu ce qui est fait autour de ce sujet de différentes manières, mais parfaitement complémentaires. Et donc, pour commencer, je vous laisse vous présenter et ensuite présenter l'action, en tout cas le dispositif que vous portez au regard de cet élément. Bonjour à tous. Écoutez, je suis Sarah Vial, infirmière coordinatrice à Espace Vie depuis un peu plus de 2-3 ans maintenant, et au sein de la CPTS Sud du Repoix et Santé Seine-Essonne.
Et bonjour, moi je suis Nyangui Mwanza, je suis infirmière en pratique avancée, coordinatrice à Espace Vie et donc à la CPTS Sud-Urpois. Écoutez, on a choisi de commencer par un peu une définition en fait sur l'accès aux soins. Parce que c'est franchement une thématique très très vaste. On s'est penché beaucoup sur l'accès aux médecins traitants, mais ça ne touche pas que ça. Ça touche tous les professionnels de santé, chaque acteur du territoire. L'accès aux soins, c'est très large, de façon on va dire, l'accessibilité aux soins, donc au domicile du patient, aux structures de santé, aux maisons de santé. Donc on peut penser aussi à la place pour se garer, la mobilité des patients, la mobilité des professionnels de santé de façon générale. Il y a énormément de dispositifs en fait qui sont mis en place sur le territoire. C'est un territoire qui est très riche en Essonne, on a cette chance, mais cette multiplication de dispositifs rend les choses parfois moins visibles et on a du mal à savoir qui joue quelle action, quoi. Donc on est revenu sur un peu les fondamentaux sur la prise en charge d'un patient. C'est quoi? C'est un professionnel de santé face à un patient qui a un problème de santé et qui doit être pris en charge correctement. Alors, du coup, nous, sur les CPTS qu'on accompagne, les 2 CPTS partenaires, on a développé donc une plateforme de coordination qui n'est pas la solution, mais qui peut être une solution. Cette plateforme de coordination, elle est composée de 4 infirmiers coordinateurs et bientôt 5, donc dont une IPA. Et cette équipe de coordinateurs, elle permet donc d'éviter les ruptures de soins, de favoriser une prise en charge multifocale et d'évaluer la prise en charge des patients. Dans cette plateforme de coordination, on a la possibilité, on favorise le lien ville-hôpital et donc on intervient auprès des services hospitaliers, mais aussi bien auprès des professionnels libéraux sur le territoire. Étant IPA, je favorise aussi la prise en charge des patients auprès au lit des malades. Lorsqu'on organise des sorties d'hospitalisation, donc on a la possibilité de faire des évaluation des besoins et donc d'adapter la sortie du patient au mieux en favorisant donc son cercle de soins, tous les professionnels qui interviennent déjà dans la prise en charge du patient et donc ça évite l'embolisation des lits d'hôpital. Et donc, via cette plateforme de coordination, elle permet aussi donc de rentrer dans les comment ça s'appelle, mission de la CPTS et donc elle favorise donc l'accès aux soins pour les médecins traitants. On a développé une liste d'attente médecins traitants et donc on travaille en lien avec les services de la mission d'accompagnement en santé de la CEPAM et lorsque des patients sont en recherche de médecins traitants sur notre territoire, ça passe aussi par cette plateforme de coordination. On utilise aussi cette plateforme pour faire toutes les actions de dépistage qu'on fait sur notre territoire. Il y a un agenda partagé, il y a un chat sécurisé et également pour nos parcours, tout ce qui va être sur la femme-enfant, personnes âgées et cicatrisation exactement, puisqu'il y a le développement des protocoles via cette plateforme. En fait, globalement, on a les missions des CPTS, c'est des lignes avec des choses à faire, des projets qu'on essaye de mener au mieux au sein du territoire. Et on a essayé de rendre en fait toutes ces missions opérationnelles en centralisant toutes les informations via cette plateforme de coordination. Donc, c'est le moyen humain qui est mis derrière, un outil qui peut être n'importe quel outil globalement. L'objectif, c'est juste que cet outil soit adapté et adaptable à chaque parcours, à chaque mission. Et voilà. Donc globalement, l'objectif, c'est de s'adapter aux besoins. Comme disait Nyangui, on a développé un projet qui s'appelle le patient signalé. L'objectif, c'est généralement, on partait du moment où le patient sort de l'hôpital et on réintègre dans un parcours en ville. On est parti sur un sens inverse où c'est la ville qui nous informe de l'hospitalisation de leur patient. On suit l'hospitalisation du patient, on anticipe son retour. L'objectif, c'est de pouvoir adapter sa prise en charge en ville, qu'il n'y ait pas de rupture de soins et qu'on garde son cercle de soins du coup à proximité en le tenant au courant, autant le médecin, le pharmacien, l'infirmière, le kiné, etc. Donc en anticipant son retour, ça permet aussi de réduire son temps d'hospitalisation parce qu'on sait qu'il y a déjà une organisation en ville.
Et au niveau des crises sanitaires, on a développé pas mal de choses. En fait, il y a un onglet vraiment communication qui permet de communiquer largement avec l'ensemble des professionnels de santé. Et je pense également aux cyberattaques. Il y a eu Weda il n'y a pas longtemps qui a été attaqué. Beaucoup de professionnels de santé se sont arrêtés, n'ont pas pu faire leur activité pendant ce problème-là. Donc l'objectif, c'est de pouvoir développer en fait un PCA, donc un plan de continuation de l'activité, et un PRA, un plan de reprise de l'activité, et donc du coup de créer des interopérabilités entre les outils pour pas arrêter l'activité des professionnels de santé et donc ne pas léser les patients. Donc voilà, on a mis quelques chiffres pour 2025, environ 12 000 patients qui ont été pris en charge de la périnatalité à la gériatrie sur cette année. Et il y a plus de 1200 comptes qui ont été créés sur l'outil qui centralise toutes les informations. À quelle échelle territoriale ? L'échelle territoriale de notre pilotage, donc c'est-à-dire l'Essonne et un petit peu aussi sur le 94-77, enfin les départements qui sont autour, puisque les patients voyagent. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très complète. Donc, on l'a vu, limiter les ruptures de soins, en tout cas dans la mesure du possible, les freiner ou les éviter. Garantir, en tout cas tenter de garantir qu'il y ait une réponse à une demande de soins afin qu'il n'y ait toujours pas cette fameuse rupture. Et un élément intéressant également, c'est la capacité du lien ville-hôpital éprouvé dans le travail avec certains services qui, bien sûr, demandent d'être développés, mais c'est un exemple assez intéressant. Merci beaucoup. Sarah Nyangui, merci. Pardon. Merci beaucoup, mesdames, pour ces exemples qui sont extrêmement concrets et qui montrent aussi la réalité de terrain des CPTS, qui sont vraiment un acteur de lien majeur sur le territoire, avec vraiment un lien parfois aussi indirect au sens coordination du terme pour le patient, qui se retrouve aussi parfois en difficulté pour comprendre un peu son parcours de soins. Donc merci vraiment, mesdames, pour ce travail et pour cette présentation pour l'ensemble des participants. Merci. Nous allons donc appeler nos prochains présentateurs des actions et dispositifs. Nous appelons donc Monsieur Jagot, animateur territorial du DAC Nord-Essonne, et Madame Virginie Assaï, directrice opérationnelle du développement des partenariats du DAC Sud-Essonne, SPES. Merci de nous rejoindre. Bien, merci pour cette invitation. On est ravis de pouvoir présenter ce que nous avons mis en œuvre. Les DAC par rapport aux besoins de médecins traitants. Donc, on va se présenter d'abord brièvement. Donc, moi, je suis Virginie Assaï, je suis directrice opérationnelle développement partenarial à l'association SPES qui porte le DAC 91 Sud. Et la particularité du Sud-Essonne, c'est on porte également l'équipe mobile de soins palliatifs territorial. On intervient sur 146 communes avec un territoire très vaste, rural, semi-rural. On a le même nombre d'habitants, que ce soit au DAC Nord et la répartition du DAC Sud. Et je laisse Anthony se présenter, après on va poursuivre. Rebonjour à tous, Anthony Jagot, donc je suis animateur territorial au DAC Santé 91 Nord. Donc nous on couvre l'autre partie du territoire, les 46 communes du nord de l'Essonne, et la différence du DAC Sud, on ne porte pas les soins palliatifs. Et nous on a un environnement qui est très urbain, très dense en termes de population. Voilà les différences majeures entre le nord et le sud. Donc en fait, les DAC ont été créés, donc ça a été on va dire une fusion-absorption des réseaux de santé et des MAIA, labellisés en 2022. Et la particularité, c'est que nous ne sommes pas effecteurs de soins. Néanmoins, dans les parcours chroniques, avec des patients en ALD, par exemple, si on prend l'exemple de la mission à laquelle on participe, mission nationale 0 patient ALD sans médecin traitant, on voit bien qu'il y a des interactions de plusieurs professionnels, un lien ville-hôpital à maintenir. Et quand c'est des parcours complexes, on a beaucoup plus de coordination et d'adaptabilité à réaliser. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on intervient, que ce soit l'équipe du DAC Nord ou la nôtre. L'essentiel est de pouvoir faire une photographie de la situation du patient et de ses proches
puisque, comme l'a dit nos collègues de la CPTS auparavant, la santé n'intervient pas qu'au niveau médical, mais c'est aussi une santé mentale et une santé sociale. On sait très bien que dans des situations complexes, la problématique sociale interfère énormément sur les problématiques de santé. Et on se doit, nous, les DAC, avec l'analyse fine des situations et notre connaissance des partenariales sur nos territoires respectifs, de pouvoir aller repérer les fragilités et de se dire, bon, bah, là, il va y avoir un problème, il n'y a pas d'accès au transport, il n'y a pas de proches pour accompagner auprès du médecin traitant, comment on fait? Donc, nous, on intervient dans ce cadre-là. Et c'est ces informations-là qui vont être nécessaires à la mission accompagnement santé et au CPTS pour collaborer sur ces recherches de médecins traitants. Et je vais laisser la parole à Anthony. Donc vous l'avez compris, les missions principales des DAC sont bien sûr la coordination des parcours de santé et éviter les ruptures de soins, les ruptures de parcours. Je pense que dans nos territoires, on est tous confrontés, surtout à flux tendus, à avoir des ruptures de parcours. Et nous, le but, c'est de remettre les patients sur des rails, sur les parcours de santé, coordonner avec le cercle de soins et l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de la situation un parcours de santé cohérent et coordonné surtout, et éviter, prévenir du moins les ruptures de parcours. Alors, en Ile-de-France, il y a 22 DAC. Quoi qu'il arrive, à l'échelle nationale, il y aura un DAC pour vous accompagner et vous aider à coordonner le parcours de santé. Donc ça montre aussi que le travail collaboratif est essentiel et que vous n'êtes pas seul, vous, en tant que professionnel, dans votre pratique du quotidien. Ça, c'est important de le préciser. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir continuer sur la mission d'accompagnement en santé. Que dire de plus? En fait, voilà, comme on le disait tout à l'heure, la coordination de ces parcours complexes, notre intervention va vraiment permettre aux acteurs en ville, au CPTS, de pouvoir avoir des données bien spécifiques par rapport à un parcours de chronique et très complexe. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on intervient dans les situations. Donc, les référents qui interviennent auprès des patients et des proches vont pouvoir faire une analyse de la situation et pouvoir redonner ces informations au CPTS en expliquant le frein du parcours, que ce soit médecin traitant ou autre professionnel de santé. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer, mais du coup, je me permets, Mme Assaï, tant que vous êtes lancée, on entend bien donc le vrai soutien et accompagnement professionnel qui est proposé par les DAC auprès des CPTS et de fait des professionnels de santé du territoire. Et du coup, une question nous vient. Dans cette dynamique-là, comment le travail collaboratif entre DAC, MAS, CPTS, mais aussi les autres acteurs de territoire peut faciliter l'accès aux soins, particulièrement aux patients sous ALD, mais aussi en clarifiant et en expliquant les rôles et missions de chacun. Concrètement, comment ça se passe ? Déjà, comment ça se passe ? Je pense qu'il faut éviter les redondances d'évaluation. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, avec nos collègues du CLIC, qui, eux, évaluent l'autonomie, s'ils vont à domicile évaluer l'autonomie, nous, on se sert, entre guillemets, de leur propre évaluation pour poursuivre ce parcours. C'est-à-dire qu'en mutualisant nos évaluations, on évite les redondances et les couches millefeuilles qu'on peut rajouter les uns et les autres. Quand un patient nous est adressé, enfin une situation nous est adressée, on évalue et on fait un travail, ce qu'on appelle chez nous un travail d'étayage, où là on va dire le patient a un diabète, n'a pas d'ALD, mais qui a diagnostiqué le diabète? Est-ce qu'il y a un suivi spécifique hospitalier? Quand il y a un médecin hospitalier, et d'ailleurs on les remercie de participer à cette évolution-là par rapport aux prescriptions, parce que quand il n'y a pas de médecin traitant, on se réfère auprès du médecin spécialiste qui nous fait toujours un très bon accueil pour, en tout cas, nous aider à poursuivre ce parcours. En fait, on essaye
de bien détailler ce parcours et de se dire à un moment donné, il a vu une assistante de service social, il a vu un spécialiste, et c'est ne pas rajouter des choses qui ne sont pas utiles, mais plutôt de trouver le maillon manquant. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication. Merci beaucoup pour cette intervention qui permet déjà d'illustrer un peu les travaux qui sont menés par le DAC. Peut-être dresser un petit point par rapport à la population que vise l'accompagnement du DAC. Tout à l'heure, on a eu une présentation qui concernait, alors je l'ai parfois entendu, une forme de bas risque, c'est-à-dire le commun de tout un chacun qui a des besoins ponctuels en termes de santé. Et puis, il y a le public dit complexe. Alors, la complexité, il n'existe pas de définition réelle, elle est surtout ressentie, mais ça peut être du ressort de la complexité liée à la polypathologie de la situation ou alors à la multiplicité des intervenants, notamment derrière, pour lequel le DAC est forcément concerné avec cette notion d'une écriture et d'une réécriture permanente de la frontière ou de la complémentarité entre CPTS et DAC, parce que quelque part, si les missions des DAC sont plus ou moins, non pas figées, mais bien cadrées, existantes depuis pas mal de temps, je crois et j'ose dire que celle des CPTS évolue. On a un grand cadre quelque part qui est celui du contrat ACI qui est signé. Et ensuite, en termes d'animation, en fait, une diversité de couleurs, d'interactions, d'engagement qui à chaque fois doivent rendre nécessaire cette espèce d'aller-retour permanent en termes de dialogue avec le DAC. Et c'est très bien que ce soit engagé là et qu'on puisse poursuivre en ce sens. Madame Zard, Docteur Zard, justement sur ces sujets, comment, selon vous, les CPTS peuvent-elles structurer les parcours territoriaux d'accès à un médecin traitant en articulant avec des dispositifs complémentaires comme les maisons médicales de garde afin d'apporter des réponses concrètes à la population, toute population, dans un contexte de pénurie médicale? Alors effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir une maison médicale de garde qui a fédéré une quinzaine de médecins du territoire. Et on a aussi la chance d'avoir une infirmière en pratique avancée. Chaque médecin aujourd'hui qui accepte de prendre des nouveaux patients qui sont en ALD ou qui ne le sont pas d'ailleurs, ont la possibilité de faire une première consultation avec une IPA. Ce qui permet de savoir, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, mais une personne qui est diabétique, elle va pouvoir consulter l'IPA, qui va revérifier ses traitements, qui va vérifier quand est-ce qu'elle a eu sa dernière consultation cardio, qui va vérifier ce qu'il y a à faire, qui va débrouiller vraiment tout le dossier médical et social du patient en question, et qui va permettre de faire un retour au médecin qui accepte de prendre la personne en médecin traitant. La deuxième chose, c'est que cette maison médicale de garde dont on parlait effectivement au départ, elle permet une espèce de speed dating, c'est-à-dire qu'on rencontre en fait un patient dans un contexte de soins qui est pas le contexte de soins habituel, et en fait on peut avoir un match, c'est-à-dire on peut avoir envie de prendre ce patient en médecin traitant, et ça c'est aussi quelque chose qui est important puisque ça permet d'augmenter la patientèle du médecin, mais surtout d'avoir des patients qui ne sont plus sans soins, et qui permet de faire perdurer la continuité des soins pour des patients qui sont notamment fragiles. Merci beaucoup pour cette réponse concrète sur l'apport de coordination, avec l'exemple très concret effectivement des patients diabétiques qui sont souvent un sujet qui amène à une réflexion pluridisciplinaire importante, pas toujours en plus disponible au vu de la rareté des professionnels. Donc merci beaucoup pour cette réponse concrète. Du coup, on rebondit un petit peu. Madame Fernandez, bonjour. En quoi l'amélioration pour vous de la communication ville-hôpital, l'adaptation des critères d'adressage et l'équipement des cabinets peut renforcer cet accès aux soins, mais aussi prévenir des passages évidents qui n'ont pas malheureusement à finir aux urgences, par exemple dans le cadre de la diabétologie entre autres? Oui, alors bonjour. Donc moi je suis sur un poste de coordination ville-hôpital là depuis 2 ans, donc à l'hôpital sud-francilien. Donc pour le service de diabétologie. Et donc depuis qu'on a mis en place ce service, donc je travaille avec une diabétologue et on a un interne. On a mis à disposition, on a beaucoup rencontré et découvert en fait ce qui se faisait en ville que je connaissais très très mal. Et donc on a développé une adresse mail qui permet l'adressage des demandes vers l'hôpital, enfin vers le spécialiste. Également, on a un numéro de téléphone. Là, depuis 2 ans qu'on est en place par rapport au lien
ville-hôpital, mais aussi retour vers la ville. On a pu travailler donc la grosse partie avec des médecins traitants qui nous adressent des patients. Sur cette partie-là, en fait, mon rôle est un peu de faire le point avec le patient, voir ses besoins, les difficultés, et après de décider d'un parcours de soins. Sur ce sujet-là, on pourra y revenir, notamment d'éclaircir un petit peu qui l'hôpital prend en charge, qui plutôt les soins de, comment on appelle ça, de premier recours. Et sur ce niveau-là, en fait, soit c'est assez clair, on va les prendre en charge à l'hôpital. Donc nous, sur le sud francilien, on a la chance d'avoir un service de diabétologie qui est très complet. Ça va de l'hospitalisation classique à de l'hôpital de jour, à du télésuivi. Donc on a des prises en charge multiples. Et sur l'hôpital, donc tout ce qui est éducation thérapeutique est très orienté et dédié aux diabétiques de type 1. Et donc ça va être pour les prises en charge hospitalières. Après, pour les prises en charge qui ne seraient pas de notre ressort, en fait, on a mis en place... donc moi, je fais un bilan d'éducation partagé avec le patient. Donc là, je le fais dans un mode un peu dégradé on aurait souhaité le faire autrement. Mais en tout cas, c'est une consultation téléphonique avec le patient. Et si il n'a pas besoin de venir nous voir, donc on fait un compte rendu qui est adressé donc à la personne qui nous l'a adressé, avec lequel donc on met donc le bilan d'éducation, les conseils ou en tout cas notre avis sur la prise en charge. Et ce qu'on essaye de renforcer, de développer avec les CPTS notamment, c'est toute la partie éducation thérapeutique sur la ville et sur le territoire. Donc là, on est en train d'avancer. On a eu beaucoup de réunions et ça avance plutôt bien. Après, c'est du côté patient. Alors, j'ai eu quelques retours de CPTS où finalement, des fois, les patients, par exemple, sur une dizaine de patients, il n'y en a que 4 ou 5 qui ont participé à ces programmes. Et l'autre jour, j'ai eu un patient qui m'a dit « Mais est-ce que c'est un truc sérieux, ce truc-là ?» Ou en fait, comme si l'hôpital, c'était le temple, où là, on fait des trucs vraiment vrais. Et tout le travail, c'est de fluidifier. Enfin, ce que je souhaiterais, c'est avoir vraiment un dialogue et une façon de communiquer plus facile avec la ville et que les patients n'aient pas ces représentations où ils disent « Ah ouais, mais mon médecin traitant, il connaît pas bien, je veux voir un spécialiste. » Alors que dans le cadre de la diabétologie, en fait, c'est les premiers acteurs dans la découverte d'un diabète, notamment de type 2, c'est vraiment la ville, le médecin traitant et puis tout ce qui peut bénéficier en ville, en fait. Oui, tout à fait. On est bien d'accord, effectivement, que la ville et l'hôpital, c'est un lien majeur à développer aussi. Le patient n'est pas toujours conscient de ce lien qui existe, qui est très professionnel. Du coup, je me permets de rebondir. Docteur Zar, est-ce que vous pouvez commenter, justement, au nom de la ville, argumenter et compléter les propos de votre voisine ? Je pense qu'effectivement, le réseau ville-hôpital, en tout cas, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi important de délocaliser, effectivement, par exemple, des séances d'éducation thérapeutique, ce genre de choses, parce que les patients, ils sont quand même plus rassurés en ville qu'à l'hôpital. Tout simplement, quand c'est des structures en plus qu'ils connaissent en ville, ça permet de les rassurer, d'avoir des professionnels qui connaissent parfois déjà. Donc, je suis assez d'accord sur le fait que l'hôpital, c'est pas forcément toujours le temple. Alors, je suis pas du tout anti-hospitalière, mais c'est vrai que les deux sont complémentaires et que c'est important finalement de pouvoir, pour les patients, bénéficier de toutes les structures qui sont possibles.
Effectivement, l'atout principal, je vous redonne tout de suite la parole, c'est effectivement de trouver un équilibre entre la ville et l'hôpital. On a cette image d'hôpital un peu sachant, très technique, très spécialisé dans l'accompagnement, parfois des cas les plus aigus, mais aussi autres. Et effectivement, la ville a son regard à apporter, d'autant plus sur des maladies chroniques où le patient gagnerait à faire une grande partie de son accompagnement en ville, ce qui permettra à l'hôpital aussi de se reconsacrer à de l'aigu, mais également aux patients de se retrouver dans un tissu local. On n'a pas des hôpitaux partout malheureusement, donc sur certaines communes, d'autant plus en Essonne, on est parfois éloigné en termes de mobilité des hôpitaux. Donc le cœur du soin, il est aussi en ville sur ces maladies chroniques, d'autant plus. Je vous rends la parole. Oui, et ce que je voulais rajouter sur la ville et dans la maladie chronique, l'avantage, c'est que par exemple les programmes qui sont proposés, c'est que ils ont un accompagnement dans le temps en fait. À l'hôpital, c'est une fois et point. Il n'y a pas de Tout à fait. cette chance-là. Alors, je vais rebondir sur un sujet que vous avez légèrement évoqué en tout début de votre présentation, mais qui pourrait, je pense, aussi accompagner et développer d'autant plus l'accompagnement de ces maladies chroniques tant en ville qu'à l'hôpital, c'est le virage du numérique. Ça fait quelques années aujourd'hui qu'on a un virage majeur au niveau numérique, mais surtout dans le domaine de la santé qui se développe. On a la chance d'avoir aujourd'hui Madame Montero du Cézanne qui va pouvoir nous parler longuement de ce sujet. Donc, à ce titre, j'ai une question, Madame Montero. Comment justement ces outils numériques et l'accompagnement à leur usage évidemment peuvent-ils devenir de véritables leviers concernant l'accès aux soins, la coordination territoriale, mais surtout comment les CPTS peuvent s'en servir au quotidien et surtout efficacement? Merci de me donner la parole. Donc, tout d'abord, voilà, je remplace Jimmy Coquillas et voilà, je tiens à l'indiquer, voilà, qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, voilà, aujourd'hui, le Cézanne, c'est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc, on est les acteurs privilégiés sur le territoire 91 de l'assurance maladie et de l'ARS. Et voilà, et on travaille en étroite collaboration avec les DAC et de plus en plus aussi avec les CPTS. Donc oui, notre objectif en fait, c'est que on identifie bien des freins. Enfin, il y a des freins qui peuvent être des freins individuels. On ne sait pas ce que c'est, on a peur. Il y a aussi des freins liés à la cybersécurité. On voit aujourd'hui différentes cyberattaques et le 91 n'a pas été épargné, dont Weda il n'y a pas longtemps. Et donc, il y a aussi ces outils techniques, comment on échange, comment on multiplie les outils, comment on s'organise. Donc donc aujourd'hui, Cézanne et les chefs de projet du territoire, on est là pour vous accompagner pour lever ces freins, pour vous accompagner au changement. Et oui, l'outil numérique en fait facilite quand on l'utilise à bon escient. Vous savez qu'on utilise des données de santé. Les données de santé, ce sont des données sécurisées. On n'en fait pas ce qu'on veut, ça appartient aux patients. Et notre rôle en fait est de les échanger de manière sécurisée. Et pour les échanger d'une manière sécurisée, en fait, il existe des méthodes, il existe des outils. Et donc, on va d'abord aller sur l'outil national, donc qui est l'outil du Ségur du numérique. Donc, voilà, tout professionnel avec un patient qui a une identité, ce qu'on appelle qualifiée. On a quand même il faut que l'identito-vigilance soit vraiment en lien avec sa pièce d'identité. Donc, les 5 traits stricts d'identité. Et le professionnel se connecte via sa carte CPS. Et donc, ce qui appelle une double authentification. Et donc, de là, le professionnel de santé peut accéder au DMP du patient. Et ça, aujourd'hui, on tend à le développer parce que c'est un gain. Vous avez dit, en fait, on va éviter les doublons, on va éviter, en fait, de reproduire. Le temps de chercher des informations, d'appeler les différentes structures partenaires, il existe un outil qui s'appelle le DMP. Et n'hésitez pas à l'utiliser, à le réutiliser. Et aussi demander aux patients, en fait, on a fait un travail avec l'assurance maladie et on continue à faire ce travail avec tous les acteurs du territoire, que les patients aussi activent leur espace santé. On devient en autonome en faisant de l'éducation thérapeutique, mais on gagne aussi en empowerment, en fait, en ayant accès à ces données de santé et en se promenant pas avec une valise avec tous ces documents, parce que tout se trouve en fait dans son espace santé. Et donc, on accompagne les CPTS, tous les établissements qui le veulent,
quand vous faites des actions de promotion, quand vous faites des actions d'éducation, à que vous puissiez en même temps les accompagner pour qu'ils activent leur carnet de santé numérique. Donc, c'est important. L'empowerment, il se met partout. Et puis, en fait, au niveau des outils, il y a déjà des outils, en fait, sur la facilitation pour tout ce qui est en lien avec l'orientation. Vous connaissez Via Trajectoire pour les orientations vers les USLD, les orientations vers les EHPAD, les établissements PH. Voilà, il y a une nouveauté qui va être pour tout ce qui est en lien avec Prado. Et donc, l'objectif, c'est vraiment qu'aujourd'hui, tous ces outils nous permettent de mieux fonctionner. Il existe en fait aussi des messageries sécurisées pour lesquelles on peut échanger. Aujourd'hui, échanger des messages via WhatsApp ou via un mail qui n'est pas MS Santé, en fait, est interdit. Donc voilà, l'agence régionale en fait porte un outil qui s'appelle Santélien, où Cézanne vous accompagne à l'utiliser pour que les échanges se fassent de manière sécurisée. Cet outil aujourd'hui est entièrement financé, donc il est gratuit pour les professionnels. Et voilà, donc notre intérêt, c'est vraiment aussi qu'on vous améliore dans vos pratiques. Donc, il y a cet accompagnement au changement, parce qu'il y a ce changement individuel, organisationnel, technique. Et notre accompagnement aussi, en fait, c'est vraiment de vous aider au mieux. Voilà, la téléexpertise, la téléconsultation, dans les EHPAD, la téléconsultation assistée. Voilà, donc on est vraiment là avec la comitologie. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'aurais une question un peu pratico-pratique terrain. On parle beaucoup de cybersécurité en ce moment et vous l'avez introduit tout à l'heure. Et on a, pour les utilisateurs de maisons de santé, le logiciel Weda, pour ne pas le dénoncer ou le mentionner, qui a été piraté dernièrement. Et on a vu un peu... allez, j'ose le dire, le désarroi des professionnels de santé qui ne sont pas préparés sur ce sujet-là, ni pour les bons usages pour faire face ou avoir une hygiène en termes de cybersécurité dans la gestion des données, etc. La prise de conscience de la valeur que sont les données de santé en termes de monnayabilité, je ne sais pas si ça se dit, sur le marché de la revente des informations, et qui fait qu'aujourd'hui, les organisations en santé sont des cibles et le deviendront de plus en plus. Et également, en fait, lorsqu'une organisation impacté par une cyberattaque, qu'est-ce qu'on fait? À qui on s'adresse et comment on s'organise? Est-ce que le Cézanne, en lien peut-être avec les RS, a réfléchi, a mis en place des modalités peut-être d'accompagnement des pros dans les territoires sur ce sujet? Alors, on a 2 modalités d'accompagnement. Il y a une première modalité qui est une action de prévention. Donc, notre objectif, c'est avant de se faire attaquer, c'est comment en fait on se protège. Donc, protéger, en fait, voilà. Vous pouvez venir à notre stand, on a quelques petites informations sur comment se protéger, comment on protège son espace de travail, comment on s'organise, en fait. Il y a beaucoup de piratages qui se font via des phishing, en fait. C'est-à-dire, quand on vous envoie un mail frauduleux, vous répondez et, en fait, ça crée un virus. Donc, voilà. Donc, Cézanne, donc, vous avez le mail ici fatima.aisiaoui@cezanne.fr, en fait. On a en fait des programmes nationaux, donc ce qu'on appelle en fait le programme CARE, où on accompagne des établissements, on accompagne aussi les établissements médico-sociaux avec une offre en fait qui est gratuite pour vous qu'on appelle Mon Aide Cyber. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'on commence déjà par la prévention, parce que une fois en fait qu'on a été attaqué, en fait le coût est énorme. Et deuxième action, une fois que vous avez été attaqué, malheureusement, on vous accompagne aussi dans tout ce qui est la continuité d'activité, la reprise d'activité. Mais ce qu'il faut, c'est l'organiser en amont, que même si vous êtes piraté, vous allez pouvoir vous récupérer des données, un maximum de données, avoir une double sécurité, un double hébergement de données de santé. Voilà, donc ça, c'est des choses vraiment sur lesquelles on accompagne tous les acteurs du territoire. On est là pour vous et plus vite vous mettrez en place ces actions. Aujourd'hui, même sur les évaluations certifiées HAS, pour les établissements de santé, c'est un axe majeur. Et on l'a aussi en fait pour tous les ESMS. Donc tout ce qui est en fait, comme on le disait sur la première table ronde, la reprise et la continuité d'activité. On est là pour ça. Merci beaucoup. On a eu effectivement plusieurs exemples en Essonne de piratage informatique, plus ou moins handicapants pour l'établissement ou la structure qui a dû les subir. 2 petites questions concrètes pour notre public. Petit 1, de ce que j'en entends,
votre premier conseil, c'est de ne pas rester seul, de s'appuyer sur les acteurs, les spécialistes, alors peut-être pas en cybersécurité, mais tout au moins en numérique en santé pour pouvoir effectivement sécuriser sa structure, ses données et son activité professionnelle, petit 1. Petit 2, qui est le plus de l'ordre de la question. Du coup, effectivement, vous citiez une adresse mail de contact. Tout professionnel de santé peut vous contacter au Cézanne. Comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, en fait, tous les établissements, en fait, que ce soit tous les établissements avec un finesse, peuvent nous contacter. Aujourd'hui, en fait, globalement, tout ce qui est lien entre les professionnels de santé, donc les médecins libéraux, on a plus un lien avec ce qu'on appelle les délégués numériques en santé de l'assurance maladie qui, eux, en fait, sont vraiment spécialisés sur tout ce qui est libéral. Mais évidemment qu'on travaille en collaboration avec l'assurance maladie et l'ARS. Et donc, voilà, il y a des temps de travail ensemble, on se réorganise. Mais c'est vrai que tout établissement qui a un finesse sur le 91 peut nous contacter et on sera là pour les accompagner. Merci beaucoup. Extrêmement important comme sujet puisqu'il va devenir de plus en plus prégnant dans les temps à venir. Les CPT ont un grand rôle à jouer également là-dessus en collaboration avec le Cézanne, déjà en termes d'évolution de culture et de psychologie par rapport à ces thématiques qui paraît toujours un peu lointain jusqu'à ce qu'on soit frappé. Et quand on est frappé, comme disait Madame Ferreira tout à l'heure, c'est déjà un peu trop tard. Donc un développement de la culture à acquérir. Ensuite, les bons usages, les bons gestes. J'imagine comme ça des moments de rencontre qui peuvent être dédiés à la cybersécurité. J'imagine également des soirées thématiques qui peuvent être mobilisées pour de la sensibilisation des professionnels, puisque déjà, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'ordinateur, Internet, le numérique. Et alors encore, quand on parle de cybersécurité, ça paraît un monde très lointain et qui ne nous concerne pas. Merci beaucoup. Je vais remercier nos deux partenaires du DAC et je vais appeler donc nos autres partenaires, Monsieur Thomas Baucher et Madame Audrey Rosselin, pour la présentation suivante. Bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter. Il faut appuyer, attendre une seconde et c'est bon. On entend ? Ok. Donc merci déjà de cette invitation. Donc je me présente, moi je suis Thomas Baucher, je suis représentant du réseau RKBE qui est un réseau de soins de kiné en Essonne qui existe depuis 30 ans. L'idée de notre intervention, ça va être de présenter un exemple concret de prise en charge de patients dans le cadre de parcours, parce qu'on parle beaucoup de parcours de soins. On a parlé beaucoup de coordination depuis ce matin, d'outils numériques. Mais en fait, moi, j'ai juste envie de porter la parole des professionnels de terrain qui vont faire du soin. Parce qu'il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de communication s'il n'y a pas de soin au bout du compte. Je te laisse te présenter, Audrey. Bonjour à tous. Donc, du coup, je suis Audrey Rousselin. Je suis kinésithérapeute libérale et également vice-présidente de la CPTS du Val d'Orge. Donc, on va présenter ça en différentes parties. Il y a les actions des CPTS. Donc, Audrey va présenter, en fait, sur un parcours de soins sur la BPCO, comment une CPTS s'organise pour créer un parcours de soins. Je vais ensuite parler du parcours de soins RKBE sur cette même pathologie. Et on verra en troisième partie comment s'accorder entre un réseau de soins et une CPTS pour pouvoir avoir un parcours complet sur une pathologie qui aujourd'hui est prise en charge par certaines CPTS de l'Essonne dans le cadre de leurs ACI. Donc voilà, du coup, pour ajouter juste un petit mot, malgré les avancées là, qui sont significatives sur le territoire, on voit qu'en fait, il demeure quand même un manque de réelle communauté entre la ville et l'hôpital et que les pratiques, elles restent souvent trop cloisonnées. Des initiatives engagées vise à dépasser ce fonctionnement en silo, mais disons que pour construire un parcours de soins avec une prise en charge cohérente pour les patients, voilà, il reste encore des choses à faire. Donc, pour illustrer la dynamique de coordination qu'on veut vous présenter, on a mis en place un partenariat donc avec le Prado, qui est un service de la CEPAM, pour accompagner les sorties d'hospitalisation. Et donc, il est prévu qu'à l'issue de la période Prado, les coordonnées du patient donc, soient transmises à la CPTS
avec l'accord du patient bien évidemment, et ensuite de pouvoir l'intégrer dans des dispositifs de prévention qu'on a mis en œuvre, notamment un parcours ETP qu'on a construit, qui a été un travail assez important parce qu'on n'a malheureusement pas eu l'aide du réseau BPCO régional, et on peut intégrer également les patients dans les dispositifs de sport santé, sachant que l'objectif reste toujours de renforcer son autonomie et de limiter les réhospitalisations. Au sujet donc, du coup de notre prise en charge BPCO du RKBE, donc historiquement RKBE c'est un réseau de garde pour la bronchiolite, mais en juin 2024, M. Lothman nous a sollicité pour prendre en charge en sortie d'hospitalisation les patients BPCO. Donc on a mis 6 mois pour s'organiser et recruter des kinés au sein de notre réseau pour pouvoir prendre en charge ces patients BPCO. On a eu 2 périodes d'organisation. Alors déjà fin 2024, on a signé une convention avec la CEPAM où on s'engageait à prendre en charge les patients BPCO avec une réponse sous 48 heures d'une sortie d'hospi et une prise en charge sur un premier rendez-vous sous 1 semaine par un kiné du territoire. Pendant 6 mois, nous avons créé une planification de 2 kinés qui étaient présents en Essonne pour essayer de les répartir au plus proche des hôpitaux. Et à partir de juillet 2024, on a pris l'option d'avoir un coordinateur pour centraliser un peu tous les kinés de l'Essonne qui pouvaient accueillir ces patients. Pour rappel, les patients pris en charge en réhabilitation respiratoire sont pris au sein des cabinets. C'est des prises en charge qui sont longues, de l'ordre d'1 heure et demie, selon notre nomenclature. Nous avons donc du coup répondu à tout un tas de demandes du Prado. En juin 2025, nous étions à 9 prises en charge effectives, avec 100% de réponse auprès du Prado. Il y avait plus de demandes que de prises en charge effectives parce qu'il y a des patients qui finalement, sur des stades 3 et 4 de BPCO qui sortaient d'hospi, ne voulaient plus être pris en charge en cabinet libéraux. À ce jour, fin novembre, nous sommes à 34 prises en charge effectives, c'est-à-dire que les prises en charge montent de plus en plus en charge, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, les retours qu'on avait de certains médecins hospitaliers, c'est que, comme ils n'avaient plus de réponse en ville, ils arrêtaient de prescrire. C'est-à-dire que trouver des kinés en ville, c'était tellement la croix et la bannière qu'en fait, ils ne traitaient même plus avec le Prado ou avec d'autres instances. Nous, on a voulu juste montrer qu'on était capable de s'organiser rapidement. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour pouvoir faire ça, faire du soin, il faut déjà être un réseau de soins. Je mets le point là-dessus, c'est que on a besoin, nous, des CPTS pour tout un tas d'organisations, mais ce qu'on sait faire, c'est se mobiliser pour faire du soin. Et nos freins à ça en tant que kiné, mais c'est valable pour d'autres professions, c'est se remobiliser sur des thématiques, redonner du sens à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire du soin. Moi, je me pose une question là ce matin, enfin c'est pour la journée. Combien de libéraux sont présents dans la salle par rapport aux salariés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, enfin, on est une petite proportion. Ce qui veut dire aussi, c'est que ces libéraux sont en train de travailler. Je vais lever la main aussi. Audrey, tu peux lever la main. Sont en train de travailler dans leur cabinet et sont pas là. Et donc, pour pouvoir les mobiliser, il faut absolument parler le même langage et parler de soins et parler de réseau de soins. Les réseaux de soins, pour la plupart, sur certaines thématiques, ont arrêté d'être financés par nos instances, par l'ARS notamment. Nous, c'est un de nos freins. Un de nos freins pour continuer à faire ce qu'on fait depuis 1 an, qu'on va continuer à faire pendant quelques mois. Il est prévu, bien évidemment, des discussions avec la CEPAM de l'Essonne et avec l'ARS, mais on a besoin de cette aide logistique et financière pour continuer. Néanmoins, on continue d'avancer, notamment avec un partage de compétences avec la CPTS, notamment avec la CPTS Val d'Orge. Donc voilà, donc tout pour essayer d'un peu de boucler la boucle, on a donc mis en place un partenariat entre la CPTS et le réseau RKBE pour du coup venir mobiliser les kinés du territoire et les motiver à participer à tous les dispositifs qui sont déjà en place pour vraiment offrir un parcours de soins qui soit le plus complet pour les patients, en tout cas là dans la thématique BPCO.
Donc là, on a tout le travail à mettre en place. C'est vrai on signe une convention en ce moment. On va essayer de rapprocher en fait nos deux parcours pour avoir, comme disait Audrey, un parcours complet et faciliter la coordination. Donc il y aura une coordination qui sera faite via la CPTS, notamment pour faciliter la communication auprès des professionnels du territoire. Et nous, on a une coordination aussi à faire pour former nos professionnels. On était encore en formation ce week-end pour former des kinés sur la BPCO. La formation, pour nous, c'est un point essentiel aussi dans notre réseau. Déjà, ça nous permet de rentrer un peu de finances, parce que quand je vous dis qu'on n'a plus de finances, c'est que c'est notre seul moyen de payer notre coordinatrice. Je vous invite d'ailleurs à aller à la table des gestes d'urgence qu'on essaie de solliciter aujourd'hui. Et cette formation, ça permet aussi de rencontrer les professionnels et de les rentrer dans cette démarche de réseau de soins. Il est très difficile de rencontrer les professionnels, pas parce qu'ils veulent pas soigner, pas parce qu'ils veulent pas participer au réseau, mais ils sont tellement débordés par leur charge de travail qu'on a du mal à les toucher. Donc l'idée avec la CPTS du Val d'Orge, c'est d'arriver à se rapprocher de ces kinés de leur territoire, de pouvoir leur communiquer, de leur proposer de participer à cette action de BPCO. On parle de la BPCO, mais rien n'empêche, dans un futur lointain ou proche, de développer ça sur d'autres thématiques. C'est valable pour les kinés, mais c'est valable aussi pour les autres professions de santé. Je pense qu'il faut toujours partir sur des pathologies, des grandes pathologies, souvent en ALD, qui sont importantes pour la Sécu, qui sont importantes pour nos finances publiques. Mais il faut qu'à un moment donné, on sollicite les professionnels, qu'on leur redonne une valeur et qui se sentent complètement partie prenante dans ces actions. Oui, un petit peu on pourrait rajouter un petit mot de la fin en disant que finalement, un parcours BPCO qui va réellement être efficace, il va avoir besoin d'une communauté ville-hôpital qui soit structurée et active. Là, les partenariats qui sont mis en place sur le territoire nous montrent qu'il y a un vrai potentiel, mais que la structuration, elle a besoin d'être pérennisée et surtout, elle a besoin d'être mieux financée pour pouvoir offrir aux patients un parcours de soins qui soit coordonné, fluide et qui soit centré sur ses besoins, en améliorant durablement sa qualité de vie et en limitant les réhospitalisations. Merci beaucoup pour cet exposé très complet, doublement intéressant. Là, on parle de BPCO, difficultés respiratoires, qui est pas forcément la thématique qui est souvent la plus abordée immédiatement, mais qui est quand même un élément intéressant puisque ça permet une collaboration entre plusieurs acteurs, ce qui permet de dessiner ce fameux parcours qui ne se décrète pas. Comme tu le disais très bien, Thomas, il faut le temps, en tout cas une capacité à aller chercher les acteurs. Je rebondis sur la question que tu as posée tout à l'heure. Je crois qu'on a une vraie difficulté aujourd'hui à mobiliser les acteurs libéraux et les professionnels libéraux. Mais je ne serais pas de ceux qui disent que si les professionnels libéraux ne sont pas présents, c'est qu'ils ne le veulent pas. En fait, aujourd'hui, on parle d'accès aux soins, de difficultés d'attractivité territoriale, parce que la situation est telle que les libéraux sont pressurisés. Je crois qu'il faut oser le dire, ils sont en souffrance aujourd'hui. Et donc, ceux qui sont encore en capacité de s'organiser pour penser pour eux et avec eux dans la mesure du possible, je pense, doivent se mobiliser pour le faire et qu'ensuite on ait des solutions et des éléments à pouvoir leur apporter. Et je crois qu'on ne saura jamais les intéresser mieux qu'en répondant à leurs besoins, en donnant des leviers un peu positifs. Et je crois que c'est le seul levier par lequel on peut arriver à les intéresser pour ensuite travailler autour de divers sujets. Et ensuite, les sujets sont ceux qui rassemblent sans doute le plus. On pense à la diabéto, par exemple. Derrière le sujet de l'accès aux soins, il y a le fameux lien ville-hôpital qui aujourd'hui se dessine, notamment par la présentation que vous aviez fait, Sarah et Nyangui, autour de la périnatalité notamment, mais de la diabétologie qui sont des éléments qui se dessinent. Mais comme le disait Monsieur Faas tout à l'heure, je crois qu'il y a un enjeu, en tout cas, à aller un peu plus loin dans ce fameux lien ville-hôpital, parce que ce qu'on sait également, c'est qu'à la fois, pour certains éléments, les ressources sont encore présentes en ville, mais pour beaucoup d'autres, il y a une raréfaction de cette ressource en ville et parfois des offres de services sont disponibles à l'intérieur des établissements hospitaliers. Mais les usagers ne le savent pas et les professionnels de santé n'en ont pas forcément toujours la connaissance. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une juste rencontre là-dessus pour qu'il y ait toujours dans une logique de gradation de soins cette fameuse interaction qui puisse se faire. J'en viens à Madame Leclerc. Je ne vous ai pas oublié. Avec une question.
Comment pensez-vous que les actions conjointes de l'assurance maladie et des CPTS, notamment sur l'accès à un médecin traitant et à l'anticipation des départs en retraite des médecins généralistes, du lien ville-hôpital et aux outils numériques, peuvent contribuer concrètement à améliorer l'accès aux soins et la continuité des parcours dans un contexte toujours de tension démographique? Alors déjà, je vais peut-être commencer par quelques chiffres parce que nous, on a beaucoup de chiffres à l'assurance maladie. Donc, on a 745 médecins généralistes qui exercent en Essonne en 2025. Et comme ça a été dit ce matin en introduction, on a une densité inférieure à la moyenne régionale en Essonne, 5,6 médecins pour 10 000 habitants dans le 91, et on a une densité de 6,3 médecins généralistes pour 10 000 habitants en Île-de-France. Donc, par contre, un sujet on parlait d'attractivité dans la précédente table ronde. Ce qui est rassurant, c'est que pour la première fois depuis quelques années, en 2025, on a eu plus d'installations que de départs. 37 installations, 36 départs. Alors, c'est un petit peu, c'est juste, mais effectivement, c'est un signal positif. Concernant aussi l'activité des médecins généralistes, alors on disait aussi dans la précédente table ronde que un médecin ancien doit être remplacé par 2,4 médecins maintenant. Donc, on voit quand même que les médecins qui sont en activité actuellement ont une activité soutenue, mais qui est très hétérogène selon les secteurs et selon les médecins. Donc, on a en moyenne un médecin généraliste qui suit 1456 patients en tant que médecin traitant, avec des distinctions qui sont différentes selon à la fois surtout les territoires et aussi bien sûr les professionnels de santé. Donc on a une moyenne territoriale par CPTS la plus basse de 1188 et la plus élevée de 1754. Donc on se rend compte qu'effectivement à la fois sur le 91 et au sein des territoires, c'est très différent. Et puis, ce qu'on peut noter aussi comme particularité du 91, c'est qu'on a 45% des communes essonniennes qui n'ont pas de médecin généraliste. Donc, une fois ce tableau brossé, on a vu déjà un certain nombre d'initiatives vraiment positives. Et donc, bien sûr, l'assurance maladie intervient au quotidien sur la problématique de l'accès aux soins. Déjà en accompagnant de façon de proximité l'ensemble des CPTS du territoire, mais aussi en travaillant donc sur la problématique de l'accès aux médecins traitants, on en a parlé largement. Donc l'ensemble des CPTS ont une mission obligatoire sur notamment la recherche de médecins traitants, et tout travail en partenariat avec notre service de la mission accompagnement en santé, et bien sûr en lien avec le DAC pour la recherche de médecins traitants et notamment pour les patients en ALD. On a parlé tout à l'heure aussi du lien ville-hôpital et du Prado. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'assurance maladie est investie sur le dispositif du Prado, donc qui est un dispositif d'accompagnement des sorties d'hôpital depuis 2012, donc notamment sur les maladies chroniques, type insuffisance cardiaque et BPCO. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est de favoriser la meilleure prise en charge en ville et d'éviter les réhospitalisations. Et donc, les CPTS aussi interviennent bien sûr sur le lien ville-hôpital. On a vu des exemples par la présentation de Sarah et Nyangui, mais aussi par les parcours qu'elle propose pour différentes pathologies qui contribuent bien sûr à l'objectif de réduction des réhospitalisations et de la meilleure prise en charge en ville. Sur le Prado, on travaille aussi donc à une meilleure articulation entre nos actions et les actions des CPTS. On a vu des expérimentations, comme l'a dit Madame Rousselin, d'offres complémentaires des CPTS à l'offre du Prado, et on réfléchit effectivement à comment les CPTS peuvent s'investir plus dans le cadre du Prado sur les activités. Enfin, on a mis en place donc avec les CPTS et les établissements de l'Essonne des comités ville-hôpital avec pour objectif de renforcer la communication avec PS de ville et PS en établissement. Une des réalisations concrètes qui a été favorisée par ces échanges et par les CPTS, c'est la transmission à tous les PS libéraux de numéros en fait d'avis médical dans les hôpitaux pour les professionnels de santé de ville. Donc, c'est une première solution utile aux professionnels de santé qui a été mise en place par ces échanges et par les CPTS. On parlait
Pardon. J'y vais. On parlait aussi donc tout à l'heure effectivement de l'anticipation des départs des médecins généralistes. Donc l'URPS a présenté l'offre de services qu'elle proposait. Donc depuis 2 ans, l'assurance maladie est aussi travaille aussi sur ce sujet avec une campagne qui est menée par nos délégués assurance maladie pour recenser les intentions de départ des professionnels de santé, des médecins généralistes, et aussi de les accompagner pour ce départ qui est toujours un moment important et qui doit être accompagné au mieux pour éviter que des patients se retrouvent sans médecin traitant et sans offre de soins. Donc ce sont les délégués assurance maladie qui font cet accompagnement, mais aussi les CPTS, puisque certaines ont contribué au livret d'accompagnement, donc qui est remis par ces délégués, qui a été établi conjointement avec certaines CPTS. Et puis donc les infos qui sont récupérées par les délégués assurance maladie des dates de départ sont transmises à la CPTS concernée pour qu'elle puisse prendre le relais. Contacter le médecin qui part et puis l'accompagner au mieux. C'est vrai que l'accompagnement de pair à pair est quand même ce qui est le plus important pour que ça se passe au mieux. Et donc là, les CPTS ont tout leur rôle à jouer dans ce dispositif. Merci beaucoup pour cette réponse complète. J'entends quand même dans tous nos échanges, chacun et chacune, un vrai travail autour du lien ville-hôpital pour désenclaver un peu cette culture quand même assez française d'avoir l'hôpital d'un côté et la ville de l'autre. Alors je vais adresser une question qui est peut-être pour au moins 3 des 4 expertes ici présentes aujourd'hui. Justement, vous parliez, Madame Leclerc, du comité ville-hôpital, Madame Zar aussi du travail et Madame Fernandez, pardon, non, oui, je me suis pas trompée, excusez-moi, du lien aussi, de collaboration avec la ville. Aujourd'hui, pour vous, en tant qu'experte chacune dans votre domaine, quelle serait la prochaine étape pour justement travailler cette collaboration ville-hôpital et désenclaver encore une fois ce lien ville-hôpital, bien sûr au profit du patient évidemment? Alors, je vais répondre de manière assez terre-à-terre, mais je pense déjà quand dans les bureaux de CPTS, il y a quelqu'un qui est hospitalier, ça permet de base de faire le lien. Après, je sais qu'on peut aussi aller se présenter à toutes les CME, donc les comités en fait hospitaliers qui permettent aussi de faire connaître les CPTS aux membres des hôpitaux. Ça marche en général assez bien. Ça permet de faire du lien, d'avoir des contacts, de pouvoir retransmettre ces contacts aux adhérents de CPTS et du coup de continuer de maintenir le lien en fait. Merci. Oui, alors pour l'expérience hospitalière, c'est pareil, c'est se faire connaître et puis entretenir ce que vous avez dit, le lien sur le territoire. Alors on a fait un petit flyer qui est sur le bureau là, du CHSF concernant donc la spécialité en diabétologie. Au stand. Voilà, sur le stand où il y a les coordonnées. Alors, on a fait le choix de mettre que les mails parce que, pour des raisons pratiques, pour tout le monde, parce qu'on ne travaille pas aux mêmes horaires et ça permet de faire les demandes quand on a le temps. Et donc, sur notre service, on a la possibilité de donner des avis diabéto, des avis endocrinaux, aussi des avis sur les plaies de pied. Donc il y a toutes ces coordonnées-là sur le petit flyer. Et voilà. Et pour la suite, après, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on est en capacité, pour ceux qui le souhaitent, c'est d'aller à la rencontre, ce qui a déjà été un petit peu fait l'année dernière, c'est-à-dire de proposer de la formation autour du diabète, des nouveaux traitements, de se mettre d'accord sur des prises en charge. Voilà. Donc on est assez ouvert à faciliter les échanges s'il y a juste besoin d'un avis et pas forcément des prises en charge complètes. Donc pour le Cézanne, en fait, nous, on accompagne autant les établissements de santé que les établissements médico-sociaux, que les établissements de ville, les établissements d'exercice coordonné. On travaille étroitement avec les DAC. Donc c'est vrai que quand il y a des sujets en fait qui arrivent, notre objectif c'est tout de suite en fait d'y ajouter en fait un moyen de pouvoir échanger, communiquer
Et c'est vrai que ça crée du lien. Et en fait, on est en train de créer, voilà, sur tous les territoires franciliens, une forme de toile d'araignée où les uns et les autres, en fait, vont pouvoir se connaître, se reconnaître et se contacter au bon moment. Malheureusement, voilà, l'offre aujourd'hui, elle est limitée. Donc l'objectif, c'est aussi que, voilà, avec des outils de télésanté et ville hôpital et d'autres outils, qu'on puisse, voilà, l'outil n'est juste là pour renforcer des parcours que vous êtes en train de construire les uns et les autres. Et nous, on est vraiment là en appui pour que, en fait, voilà, il se fasse le mieux possible et voilà, et que vous soyez en sécurité. Je termine juste en disant qu'effectivement, la CPAM continuera à tenir son rôle de facilitateur sur les liens entre la ville et l'hôpital avec bien sûr l'ARS, parce que, comme le disaient les intervenants, je crois que l'important, c'est que les différents interlocuteurs se connaissent et connaissent leurs attentes et leurs besoins pour... l'échange en fait permet la mise en place de dispositifs et d'éléments qui répondent vraiment aux attentes à la fois des professionnels de santé, mais derrière tout ça bien sûr qui sont nécessaires à la santé du patient. Merci beaucoup, mesdames. Un grand merci pour l'ensemble de ces apports. On va faire circuler la parole. Est-ce qu'il y a dans la salle des volontés de questions ou d'interventions éventuellement sur cette thématique ? Oui, bonjour. Moi, je suis Nicolas Bior, je suis kinésithérapeute à Cour-Couronne. Certains ici me connaissent. Mais justement, par rapport à tous ces CPTS, toutes ces missions, tous ces dispositifs que vous mettez en place les uns et les autres, comment ça se fait que moi, en tant que kiné tout seul dans mon petit cabinet, je ne sois pas informé des différentes missions que vous pouvez avoir ? À part ceux avec lesquels je travaille en collaboration, mais c'est vrai que on se sent un petit peu isolé. Alors là, la question m'arrive droit au cœur, étant principalement concerné par la CPTS de ton territoire, c'est justement l'objet de moments tels que celui-ci. En fait, il faut comprendre qu'il est très difficile pour les acteurs de se rencontrer si on ne crée pas de plateforme intermédiaire. Des acteurs de CPTS sont des professionnels de santé libéraux qui dégagent du temps pour s'investir dans la démarche collective. Pour autant, quand ils dégagent du temps, ils s'inscrivent dans des missions qui sont déjà plus ou moins préétablies. Et donc, quelque part, si on n'y prête pas attention, ça nous fait travailler en silo sur certaines missions avec certains partenaires identifiés. Ça se passe bien, mais on peut tout à fait se contenter de ça et ne rester que là-dedans et ça sera parfaitement valorisé. Mais je pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui à aller beaucoup plus loin, à créer des moments qu'on appellera informels, de réflexion simplement, de partage, de retour d'expérience, parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher au-delà de notre zone de chalandise immédiat, et parce qu'on le sait, beaucoup d'acteurs et de professionnels comme toi sont un peu éloignés, alors non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont débordés par leur travail, mais pour autant, c'est pas parce qu'ils sont lointains qu'ils n'ont pas de besoin et qu'il ne peut pas y avoir de complémentarité. Typiquement des moments tels que celui-ci. Et ensuite, charge à toi de pair en pair quand tu connaîtras, parce que tu en connais certainement d'autres collègues kinés, parce que des kinés, on en a besoin, d'en discuter en tout cas, de transmettre l'information afin que, en fait, le cercle du collectif des CPTS s'élargisse. Aujourd'hui, une CPTS sur un territoire, l'assurance maladie nous demande avec l'ARS d'avoir un indicateur en termes d'adhérents. Autant dire qu'en termes d'adhérents, on est très pauvre. En quantité d'adhérents à la CPTS Centre-Essonne, par exemple, ça doit représenter à peine un quart de ce qu'il y a dans cette salle. Par contre, en acteurs, en professionnels qui travaillent au quotidien, mais pas que, à la CPTS Val-d'Orge, chez toi également, Émilie, il y a beaucoup plus d'acteurs que ça. Mais on a également un enjeu, c'est que les CPTS aujourd'hui prennent corps dans les territoires, s'élargissent en faisant adhérer dans le bon sens du terme beaucoup plus d'acteurs, parce que c'est également ça qui va dire quelque chose de supplémentaire par rapport à notre ancrage, notre plus-value. Et je crois qu'on rentre dans une tendance aujourd'hui où il y aura un besoin d'autant plus prégnant de dire cette pertinence-là de notre existence dans les territoires. Mais est-ce que la CPAM pourrait pas mandater les délégués en charge avec les professionnels de santé juste pour nous informer ? C'est vrai que pas forcément la CPTS de mon territoire, mais celle du département, pour savoir que si j'ai un patient qui a telle problématique, telle pathologie, je vais pouvoir l'adresser en éducation thérapeutique du patient à la CPTS Val-d'Orge ou pour un autre sujet dans une autre CPTS
dont je n'ai absolument aucune idée des missions qu'elle remplissent. Je me permets d'intervenir juste avant Madame Leclerc, qui est, je pense, le mieux placé pour répondre à cette question. J'allais vous dire, il y a aussi effectivement 3 angles de communication qui peuvent faciliter la connaissance des projets, mais aussi des actions qui sont menées par l'ensemble des CPTS. Il y a petit 1, effectivement, la CPTS, comme le disait Monsieur Mbongo, qui s'adresse à ses homologues et sur le territoire tant professionnels de santé qu'adhérents, ou les deux, du coup, pour le coup. Vous avez aussi une communication qui est importante de la part de la CPAM aussi, qui s'efforce de communiquer, alors dans un juste milieu, les événements, parce qu'il y a aussi l'effet inverse de suralimentation de l'information. Et par expérience, très concrètement, des fois on se fait un peu taper dessus parce qu'il y a trop de mails qui passent et du coup on n'arrive plus à savoir ce qui se passe. Arrêtez de nous informer par mail. Donc ça reste important, mais aussi à équilibrer par rapport à vous, votre cœur de métier qui est le soin, qui n'est pas de recevoir des mails et de les traiter. Et la troisième, comme le disait aussi Monsieur Mbongo, c'est de la part du professionnel de santé, mais comme le disaient tous les intervenants ici, le fait, en fonction du besoin, mais aussi des problématiques de terrain qui sont parfois communes, mais parfois différentes en fonction de la profession, du territoire, du type de patientèle, aussi d'avoir cette possibilité, cette latitude, cette ouverture d'esprit d'aller consulter carrément sa CPTS, de prendre contact, de dire voilà, moi je suis professionnel de santé, certes je ne suis pas adhérent, c'est un choix totalement libre, mais j'ai besoin aujourd'hui sur telle ou telle problématique d'une réponse. À qui je m'adresse? Les CPTS, elles sont pour le coup, et c'est une bonne chose pour nous, assez nombreuses sur l'Essonne puisqu'on couvre tout le territoire, mais elles sont aussi en coordination. On le montre aujourd'hui par cet exemple, avec la présence de la totalité des CPTS. Donc, elles peuvent communiquer entre elles en disant, voilà, moi j'ai un professionnel de santé sur mon territoire, mais d'une problématique qui ne relève pas de la CPTS que je dirige ou que je coordonne, et d'adresser cette demande à une autre CPTS. Et je laisse la parole à Mme Leclerc. Oui, donc effectivement, nous, on se fait aussi, on propose une offre de service aux différentes CPTS et on se fait le relais auprès de l'ensemble des professionnels de santé, puisque nous, on a le fichier en fait de l'ensemble des professionnels de santé. Donc, la plupart des CPTS font des newsletters régulières dans lesquelles elles informent en fait sur les différentes, les différentes opérations qu'elles portent et les différents projets qu'elles mènent. Alors, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est territorialisé. Sur des opérations particulières, les délégués assurance maladie peuvent relayer un certain nombre de messages, mais c'est vrai que c'est plutôt des messages nationaux et de l'assurance maladie. Mais on a aussi d'autres services. On parlait tout à l'heure de l'expérimentation Prado, donc sur notamment les dispositifs insuffisance cardiaque et BPCO. Et là, donc, ce sont les conseillers d'assurance maladie du Prado qui interviennent auprès des patients, mais qui sollicitent aussi les professionnels de santé pour travailler avec les CPTS. Donc c'est déjà ce type de communication que l'on mène et effectivement, les CPTS, nous on est à leur disposition pour relayer les différents messages, mais c'est aussi une de leurs missions de communiquer vers ses adhérents et vers ses non-adhérents, mais ses professionnels de santé du territoire sur les missions qui peuvent les intéresser. Merci. Docteur Estadieux, vous aviez un complément? Je voulais compléter sur 2 choses, notamment le lien ville-hôpital. On a eu effectivement toutes les CPTS de réunion avec l'hôpital. Il faut savoir qu'en Essonne, nous avons plusieurs hôpitaux, qu'il y a des territoires qui dépendent de 2 hôpitaux, parfois, qui sont amenés à travailler avec tous les hôpitaux. Or, chaque hôpital a un peu sa technique, a un peu sa manière de travailler. Chaque hôpital a aussi de plus en plus des hôpitaux de jour pour faire certains parcours. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le travail qui a été fait en CPTS, notamment, comme vous l'a expliqué Audrey, de parcours mis en place, d'organisation, soit valorisé par l'hôpital aussi. C'est-à-dire que là, sur certains sujets, on est en train de refaire la même chose que la ville a fait à l'hôpital et de se retrouver dans des doublons. Donc, je pense que l'avenir, c'est vraiment de construire ensemble et pas juste que l'hôpital dise tiens, t'as vu ce que je fais, la ville dit tiens, t'as vu ce que je fais. Si on faisait ensemble, si on construisait d'emblée ensemble un parcours avec le respect de chacun et savoir que l'hôpital, on y passe, on n'y vit pas, la ville, on y vit, c'est-à-dire partir d'une vraie communauté par rapport à ce que vit le patient. Le patient, il vit en ville, il vit pas à l'hôpital. Donc moi, j'aimerais qu'on ait une réflexion ville-hôpital de ce type-là, et qu'on arrive à ne pas déconstruire ce qui a été fait par les uns et les autres du fait de doublons ou de choses qui peuvent arriver en confrontation. Il faut travailler en complémentarité et surtout construire ensemble.
et pas juste se dire tiens, moi j'aimerais que tu fasses ça et toi t'aimerais que tu fasses ça. Non, le vrai bien de l'hôpital, c'est d'être une communauté et de faire partie du même groupe pour regarder dans le même sens. Ce qui pour l'instant n'est pas encore complètement ça. Ça vient, cette compréhension elle vient, mais il y a encore du travail. Voilà. Même si on est sur la bonne voie. Et la deuxième remarque, c'est par rapport à ce que vient de dire mon confrère kiné, c'est que quand on met en place quelque chose dans un territoire, on essaye déjà de le tester sur un territoire. Quand on a un parcours, comme vous a décrit Audrey, il faut des ressources derrière pour le faire vivre. Et ces ressources, elles sont pour l'instant pas si importantes que ça. Et donc, c'est difficile d'ouvrir à tout un département quand on a sur un CPTS peu de ressources. Donc, l'idée, ça serait que chaque CPTS construise ses ressources pour un projet donné. Sinon, ça va être compliqué à gérer. On peut partager des idées, mais qu'un patient d'un bout de l'Essonne aille faire de l'ETP à l'autre bout de l'Essonne, vu qu'une CPTS doit travailler en proximité et que l'avenir c'est quand même la proximité, faut réfléchir à ne pas être contre-productif. Voilà. Effectivement, et ça, c'est aussi tout l'intérêt de travailler par expérimentation et après de réfléchir ensemble aux mutualisations possibles entre CPTS, qui déjà est le cas pour certains sujets et notamment l'expérimentation Prado. Bonjour, je suis le docteur Lissal, je suis diabétologue, responsable de l'équipe mobile de diabéto à l'hôpital sud-francilien. Et comme l'a dit le docteur Estadio, on a fait beaucoup de réunions où on s'est rencontrés, on a essayé de mettre des choses en place. Et c'est à partir de là qu'on a eu le poste de coordinatrice de Sylvie Fernandez, qui existe maintenant depuis 2 ans. Et en plus de Sylvie Fernandez, on a un autre poste de coordinatrice qui est Tatiana Bénard avec le pied diabétique. Maintenant, on a beaucoup de patients qui ne passent plus par les urgences, qui rentrent directement par la diabétologie pour avoir une prise en charge assez efficace et assez rapide et un numéro de téléphone qui marche du lundi au vendredi. Tous les jours, on est sollicité par la ville. Juste pour un exemple, entre octobre et décembre, on a répondu à 576 mails pour faciliter l'accès à l'hôpital. Et avec les différentes CPTS, on a mis en place une fiche d'avis pour profiter de la télé-expertise, en fait, pour pouvoir le travailler avec l'outil Ortif. On a eu des difficultés, ça ne marche pas. La ville nous a essayé à plusieurs reprises, ça marche pas. On essaie avec notre hôpital de trouver d'autres alternatives pour toujours faciliter l'accès de la ville à l'hôpital. Maintenant, nous, avec l'expérience qu'on a eue depuis 2 ans, ce qu'on a remarqué, c'est que maintenant, pour que les patients puissent avoir accès à la ville, ça pose pas de problème. Il y a un numéro de téléphone et il y a une adresse mail qui marche et qui est assez efficace. Maintenant, nous, le problème qu'on a, c'est les patients qui sont à l'hôpital, qui passent directement par les urgences et on n'arrive pas à les renvoyer par la ville. On travaille avec la CPAM, avec toutes les CPTS et on espère que ça va avancer et on trouve cette initiative très belle. On espère que ça va se pérenniser pour qu'on puisse continuer à travailler tous ensemble et à pérenniser ce lien ville-hôpital. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que sur le passage aux urgences et le retour à la ville, la table ronde de cet après-midi sur les soins non programmés va faire partie d'une partie partielle, c'est le cas de le dire, je suis redondante, mais de la réponse. Ce que je retiens, c'est vraiment le partage d'expérience qui, aujourd'hui, est le mot un petit peu d'ordre de cet échange sur cette table ronde. Et je retiens surtout le slogan de Dr Estadieux, l'hôpital, on y passe, la ville, on y vit. J'aime beaucoup, donc je la retiens, docteur. Merci. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, juste une remarque justement par rapport à ce que tu disais, Christine. Il faut aussi pas oublier que les patients sont trans CPTS, sont départementaux et en fait, on parle beaucoup de CPTS, de territoires, d'hôpitaux avec leur parcours, leurs actions. Mais en fait, le patient, je crois qu'il s'en moque complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver un soignant. Et on en revient à ce... Je parlais du réseau de santé. Nous, on a l'expérience d'un département. Donc en fait, on essaie de réfléchir via le département en essayant de déplacer, bien évidemment, le moins possible le patient, mais sur des axes qu'on connaît, la Nationale 20, la Francilienne, l'autoroute A6. Et en fait, il faut aussi arriver à réfléchir dans les actions qui sont mises en place sur le département, comment les CPTS peuvent aussi comprendre que leurs patients qui sont sur leur territoire vont peut-être être soignés par des territoires adjacents et que ces mêmes professionnels, en fait, doivent être inclus dans ces parcours-là. Et c'est vrai que souvent, j'entends Herman en parler tout à l'heure du nombre d'adhérents parce que les instances vous demandent le nombre d'adhérents. Pour moi, ça n'a pas de sens, le nombre d'adhérents d'une CPTS. Ce qui a du sens, c'est les prises en charge des patients sur le territoire de la CPTS. Et finalement,
Alors, on peut dire à n'importe quel soignant d'adhérer à cette CPTS-là pour travailler avec elle, mais aussi avec celle-là. Moi, je suis adhérent de 2 CPTS parce que je travaille sur 2 cabinets. OK, mais en même temps, tout ça, c'est quoi? C'est pour cocher des cases, c'est pour remplir des colonnes. C'est pas ça le plus important. L'important, c'est vraiment le patient qui a besoin d'un parcours de soins cohérent. Et je pense ça, dans vos réunions que vous avez entre CPTS et avec les instances, c'est important de réfléchir à ça et d'arrêter d'être trop cloisonné au sein de son territoire. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour tous ces échanges extrêmement riches. Merci à l'ensemble des experts qui sont intervenus avec l'ensemble de leurs apports. Je vais maintenant céder la parole à nos chers rapporteurs que je n'ai pas présentés tout à l'heure. Alors, bien évidemment, il y a Amélie qui était déjà présente, mais également Adeline Delob qui est coordonnatrice de la CPTS Val d'Orge et qui nous accompagne. Prenez place, je vous en prie. On peut peut-être leur laisser. Rebonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu ? On a retenu que garantir l'accès aux soins, qu'est-ce que c'est ? Il faut bien entendre le soin dans ces 3 dimensions, la dimension physique, mentale et sociale. Et c'est seulement en prenant en compte ces 3 facteurs dans leur intégralité qu'on arrivera à garantir un accès aux soins de qualité. Le premier levier qui a été identifié et qui semble effectivement le plus important aujourd'hui, c'est la coordination pour limiter les ruptures de soins. La coordination, c'est avant tout de l'humain, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à travailler ensemble, et c'est pour ça qu'on est là. Mais ça passe aussi par l'utilisation d'un outil de coordination commun qui nous a été présenté au début là, par une des CPTS. Et c'est vrai qu'on ne peut pas communiquer ensemble si on n'a pas un outil commun pour communiquer. Ça te semble la base, mais c'est effectivement extrêmement important. La coordination, pourquoi ? La coordination pour sécuriser les liens ville-hôpital. Sécuriser les liens ville-hôpital. On a vu qu'un des atouts qu'on pouvait avoir pour faciliter ce levier-là, c'est d'avoir un professionnel hospitalier au sein des CPTS. Le but étant de faciliter l'adressage des patients. On a vu qu'il y avait des numéros de contact direct des hôpitaux qui avaient déjà été transmis et mis en place. Et toujours l'utilisation d'une plateforme de coordination commune entre la ville et l'hôpital, parce que sans cet outil indispensable, il est très compliqué de créer du lien. La coordination également pour les sorties d'hôpitaux. On a vu qu'il y avait des filières qui étaient déjà mises en place avec les Prado, avec les réseaux de soins comme RKBE et avec les CPTS. La coordination ville-hôpital aussi, des propositions ont été faites là aussi sur des bilans de médication qui peuvent faciliter cette coordination, ou de l'ETP commun ville-hôpital, ou enfin en tout cas voilà, quelque chose à réfléchir autour de l'ETP également. La coordination également pour faciliter l'accès aux médecins traitants, qui est un de nos sujets majeurs également. On a vu qu'il y avait des solutions qui existaient en lien avec la masse d'un service de l'assurance maladie. On a vu aussi d'autres solutions qui étaient proposées, qui passaient par la prise en charge des soins non programmés pour arriver à trouver un médecin traitant aux patients. C'est d'autres possibilités possibles. Et là encore, une plateforme de coordination commune est indispensable pour réussir à développer ce biais-là. La coordination pour la prise en charge des patients complexes. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase, je l'ai notée. Il faut repérer le maillon manquant plutôt que de surcharger le parcours patient. Et c'est là tout le rôle du DAC. Donc, garantir l'accès aux soins par la coordination, c'est primordial. Mais c'est quand même pas facile quand il faut s'adapter à un environnement en perpétuelle mutation et où il faut s'approprier des outils numériques et où on est souvent perdu et c'est compliqué. Mais on a vu que là aussi, il y avait des solutions qui existaient grâce au Cézanne, qui permet l'accompagnement en e-santé, et aussi un accompagnement pour les attaques, les cyberattaques. On a vu que là, les CPTS avaient leur rôle à jouer et le Cézanne venait en appui en plus. Et le troisième levier pour l'accès aux soins qui a été identifié ce matin, c'est la formation des professionnels de santé qui semble indispensable, effectivement. Et je vais laisser Adeline conclure. Pour conclure, cette table ronde a montré que garantir l'accès aux soins ne relève plus de réponses individuelles, mais d'une organisation territoriale solide, fondée sur la coordination, le partage d'informations et l'articulation entre villes, hôpitaux et institutions.
Les CPTS en lien étroit avec les DAC, la CEPAM, les réseaux et les hôpitaux démontrent qu'elles peuvent faire évoluer les pratiques, construire des parcours fluides et proposer des solutions concrètes aux patients comme aux professionnels. Le défi reste immense, mais les exemples présentés montrent que les leviers existent et que la dynamique collective du territoire est déjà en marche. Merci beaucoup pour cette synthèse fidèle et pas facile du tout par rapport à la complexité du sujet abordé et de l'ensemble des apports extrêmement qualitatifs. Un grand merci à l'ensemble des partenaires, des experts. Vous pouvez les applaudir très fort, s'il vous plaît, parce que c'est un exercice. Merci pour eux. Je vous laisse aller vous restaurer tranquillement. Merci beaucoup. Et merci encore une fois à ma co-animatrice, Madame Ferreira.